pas revenir en arrière. C'est pour ça que c'est dur de choisir. Il faut faire le bon choix. Tant qu'on ne choisit pas, tout reste possible. Vous connaissez certainement le rasoir d'Occam. Ce principe, qu'on appelle également le principe de parcimonie, nous dit qu'il faut privilégier la théorie qui a les hypothèses les plus parcimonieuses. Autrement dit, les hypothèses les plus vraisemblables, les moins coûteuses ou les moins farfelues. Alors, on ne s'attardera pas ici sur la signification exacte de ce principe. Vous pourrez trouver beaucoup d'informations en ligne, notamment sur le site du Cortex, et je vous mets quelques informations en description. C'est un outil érigé comme pilier central de la pensée critique et qui est enseigné et éculé depuis des siècles, et d'ailleurs bien avant Guillaume d'Occam. Mais quelle est la portée réelle de ce principe ? Qu'est-ce qui nous permet vraiment de dire sur le monde ? Nous allons le voir, le rasoir d'Occam est souvent employé bien au-delà de son domaine d'application. Loin d'être anecdotique, ce mésusage du rasoir d'Occam est probablement symptomatique d'une certaine manière de faire de l'esprit critique. Nous partirons donc d'une critique spécifique à cet outil qui est le rasoir d'Occam pour questionner d'un point de vue plus global notre rapport à la pensée critique, oui, rien que ça, et montrer que non, il ne faut pas privilégier la théorie avec les hypothèses les plus parcimonieuses. Alors cet épisode, il est tiré d'un article que j'ai écrit récemment pour le site du Cortex. L'article en ligne est un tout petit peu plus complet car il possède des illustrations, des références et une partie mathématique qu'il était trop difficile de retranscrire ici. Donc n'hésitez pas à aller y jeter un œil. Et comme cet article est sorti maintenant il y a une dizaine de jours, j'ai eu le temps de recevoir des retours critiques dessus. Donc la plupart sont plutôt positifs, je suis content. Mais il y a quelques points précis qui ont été relevés. Et donc dans cette vidéo, je vais faire part de ces points-là pour un peu compléter mon propos initial. Et je le mettrai aussi en note dans l'article que vous retrouverez en ligne. Excuse-moi. Ouais? Est-ce que tu sais s'il y a plus de morts ou de vivants sur Terre? Enfin, je sais pas. Enfin, peut-être. J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent leur cœur se balancer. Tu vas t'abîmer les oreilles avec ce truc. Et puis mon père, il dit que ça peut réduire l'audition. Là où le rasoir d'Occam se grippe. Alors, quel est le problème ? Commençons par donner deux exemples sur les limites du rasoir d'Occam. Une équipe de la NASA collecte des données qui indiquent la présence d'un objet astronomique qui n'était pas encore référencé. Nous avons découvert une très grosse comète. Oh, bravo. D'après les études préliminaires, il y a de grandes chances pour que ce soit une petite comète qui passera à quelques centaines de millions de kilomètres de la Terre. Cependant, les mêmes données sont également compatibles avec une comète qui s'écraserait sur Terre dans les prochains mois. Mais ce genre de comète est assez rare et il faudrait qu'elle ait été captée avec un angle extrêmement particulier pour correspondre aux données. L'équipe estime donc, pour l'heure, à une chance sur 25 000, la probabilité que ce soit effectivement une comète qui vise la Terre. Et donc, 24 999 chances sur 25 000 que la comète soit inoffensive. Est-ce qu'il faut alors privilégier la théorie de la comète inoffensive? Et dans quelle mesure? Pour l'instant, je propose qu'on patiente et qu'on avise. Qu'on patiente et qu'on avise. Patiente. Et ensuite, on avise. Il y a une première phase où on patiente et ensuite on digère. Ça, c'est la phase où on avise. Et quid si la probabilité avait été de une chance sur 25 millions ou une chance sur 250? Prenons un autre exemple. L'autre jour, j'étais en forêt et je trouve un champignon. C'est faux, je trouve jamais de champignon, c'est juste pour l'exemple. Piètre mycologue que je suis, j'ai du mal à identifier de quel champignon il s'agit. Regarde ça 2 secondes. Ouais, des fleurs. Non, faux, ceux-ci sont des champignons, ça brille. Il me semble cependant reconnaître un cep, et je me rappelle qu'un ami m'a dit il y a quelques jours que dans ce coin-là, presque tous les champignons sont comestibles. Tout porte à croire alors que mon champignon est comestible. Alors pour rendre l'exemple plus parlant, vous pourriez imaginer d'autres indices rendant plus crédible la comestibilité de mon champignon. On peut dire des champignons blancs, bien jolis, très jolis. Enfin, ils peuvent pas être mauvais, quoi. Ils étaient vraiment mignons. Considérons alors deux théories. T1,
le champignon est comestible, et T2, le champignon n'est pas comestible. Les indices que j'ai en ma possession me poussent donc à croire que la théorie T1 est plus parcimonieuse. Est-ce que je dois pour autant manger ce champignon? Autrement formulé, qu'implique exactement ce privilège accordé à cette théorie? Quelle est sa portée? Alors, ces deux exemples, ils ont pour but de montrer qu'on ne peut pas se contenter de dire qu'il faut privilégier les hypothèses les plus parcimonieuses sans plus de précision. Alors ici, je fais une petite remarque parce que ça, c'est ce que je racontais du coup dans mon article original. Parmi les critiques qui sont remontées sur cet article, il y a le fait qu'en fait, ces deux articles-là, c'est pas clair qu'ils illustrent réellement le principe de parcimonie, donc le rasoir d'Occam. En effet, le rasoir d'Occam, dans son acception standard, dit qu'il faut éviter d'utiliser des entités explicatives supplémentaires. Et ici, en fait, dans les deux cas que je donne, les deux théories, donc que ce soit dans le premier exemple, théorie comète inoffensive et théorie comète dangereuse, les deux ont le même nombre d'entités explicatives. Et pour les champignons, c'est pareil, qu'on considère la théorie des champignons comestibles ou non comestibles, les deux ont le même nombre d'entités explicatives. Donc en fait, si on prend le rasoir d'Occam dans son sens original, en fait, mes exemples ils sont assez mal choisis. Et en fait, le rasoir d'Occam ne dit rien du tout, et là, pour le coup, les deux théories, dans chaque cas, sont aussi parcimonieuses l'une que l'autre. En fait, dans son acception standard, le rasoir d'Occam, il permet surtout de couper les entités explicatives surnuméraires, et ces entités explicatives, ça peut être par exemple les ovnis, les phénomènes surnaturels, les pouvoirs parapsychologiques, les cryptides, etc., etc. Ce genre de choses qui ajoutent à la théorie des entités explicatives. C'est ce qui n'est pas le cas dans mes deux exemples ici. Moi, j'utilise donc un rasoir d'Occam un petit peu différent, qui est un petit peu dans un sens qui est parfois utilisé, mais qui est peut-être un peu abusif par rapport au sens original, qui dit qu'en fait, on va choisir la théorie qui a les hypothèses les moins coûteuses d'un point de vue épistémique, donc les hypothèses les plus probables a priori. Voilà, donc je ne sais pas à quel point en fait cette utilisation du rasoir d'Occam est commune ou pas. En tout cas, moi, c'est une version que j'ai déjà utilisée en fait dans un article que j'ai écrit maintenant il y a un petit moment qui s'appelle Vers une approche bayésienne de la pensée critique, et qui expliquait en fait le rasoir d'Occam d'un point de vue bayésien, et pour le coup, c'était cette même idée que ce qui compte, c'est la plausibilité, la crédibilité des hypothèses. Donc voilà, sachez que pour le reste de ce podcast, on utilisera le rasoir d'Occam dans ce sens-là, qui est un petit peu détourné, à savoir, donc ce qui compte, ce que dit le rasoir d'Occam, c'est de prendre en compte la parcimonie au sens du coût épistémique, et donc de la plausibilité de chacune des hypothèses des théories considérées. Voilà, je referme la parenthèse ici, on peut passer à la suite. La portée réelle du rasoir d'Occam. Alors, le rasoir d'Occam est-il faux? Faut-il l'abandonner dans nos réflexions et nos enseignements? Non, c'est pas nécessaire. En fait, il faut plutôt faire attention à ce qu'on lui fait dire. Considérons maintenant deux manières différentes de formuler le rasoir d'Occam. Premièrement, la théorie la plus vraisemblable est celle ayant les hypothèses les plus parcimonieuses. Deuxièmement, il faut privilégier la théorie ayant les hypothèses les plus parcimonieuses. Alors ces deux formulations semblent relativement proches, mais en réalité, elles ne disent pas la même chose. D'une certaine manière, la première formulation est une version faible du rasoir d'Occam, alors que la seconde va plus loin en donnant une valeur prescriptive au rasoir d'Occam, ce qui est, on va le voir, difficilement justifiable. C'est cette seconde formulation du rasoir d'Occam que nous allons tenter de creuser ici. Et cette formulation du rasoir d'Occam, elle est relativement commune. Alors il est préférable de choisir l'hypothèse la moins coûteuse, la plus parcimonieuse. Ça signifie que les multiples ne doivent pas être utilisés sans nécessité. C'est un principe qu'on applique souvent sans s'en rendre compte quand on veut savoir quelque chose. Il ne faut pas multiplier les entités plus que de raison. Donc si on peut faire l'économie d'une théorie compliquée pour expliquer le phénomène, autant le faire. Ce principe va nous indiquer la théorie qu'il faut logiquement privilégier. La raison nous enseigne qu'il faut toujours privilégier les explications les plus simples et les plus vérifiables. Et d'ailleurs, moi-même, je l'utilise tel quel la plupart du temps.
Alors, par abus de langage et suivant le contexte, ça peut tout à fait être entendable, mais il est intéressant d'investiguer en toute rigueur ce qui ne va pas avec cette formulation et en quoi cela nous renseigne plus généralement sur notre manière de conceptualiser la rationalité et la pensée critique. Alors, on va détailler la construction de cette formulation prescriptive du principe de parcimonie. Passer de la première formulation à la seconde sans plus de justification, c'est une erreur de logique. Une prescription ne peut se déduire simplement d'une description. Alors c'est un principe fondamental de logique que l'on appelle la guillotine de Hume. Une autre formulation que l'on doit à Raymond Boudon dit qu'on ne peut pas passer d'une prémisse à l'indicatif, donc la première formulation, à une conclusion à l'impératif, donc la seconde formulation. Pour avoir une construction logique qui aboutisse à cette seconde formulation prescriptive, il faudrait en réalité deux prémisses. La première, c'est donc la théorie la plus vraisemblable est celle ayant les hypothèses les plus parcimonieuses. Et la deuxième est il faut privilégier la théorie la plus vraisemblable. On peut appeler la première prémisse le rasoir d'Occam descriptif et la deuxième l'injonction au vraisemblable. De ces deux prémisses, on peut alors conclure aisément il faut privilégier la théorie ayant les hypothèses les plus parcimonieuses, que l'on pourra appeler donc le rasoir d'Occam prescriptif. Mais c'est là que le bas blesse. La seconde prémisse n'est pas gratuite du tout, et on ne peut pas la mobiliser à la légère. Et les deux exemples d'introduction devraient vous en convaincre. Une autre formulation du rasoir d'Occam consiste à dire « il ne faut pas accumuler les hypothèses superflues ». D'ailleurs, cette formulation est probablement plus proche de la formulation latine qu'on attribue à Occam, et c'est toujours très classe de le dire, « pluralitas non exponenda sine necessitate ». Pluralitas non exponenda sine necessitate. Littéralement, les multiples ne doivent pas être multipliés sans nécessité. Alors cette seconde formulation, il ne faut pas accumuler les hypothèses superflues, elle est intéressante parce qu'elle permet de voir le problème sous un nouvel angle. Il existe de nombreuses situations où il est en réalité rentable d'ajouter des hypothèses superflues. Donc par exemple, l'hypothèse du champignon toxique ou celle de la météorite dangereuse pour nous, elles sont peu parcimonieuses, mais en fait elles peuvent être salvatrices pour nous, et en fait il est donc rentable de les tenir pour vraies. Alors ici il faut peut-être que je fasse une petite précision sur ce qu'on entend par tenir pour vrai. Ça ne veut pas dire nécessairement que l'on croit que cette théorie est vraie, c'est-à-dire qu'on va agir en fonction de cette théorie, on va l'accepter d'une certaine manière. Il y a une différence qu'on peut faire entre croire et accepter. Alors cette terminologie entre accepter et croire, je l'ai découvert dans un autre article qui s'appelle « Croyances, valeurs et risques épistémiques » du blog Un grain de sable, écrit par Quentin Ruyan. Et en fait, Quentin Ruyan est une des personnes qui m'a fait remonter quelques critiques d'un point de vue philo des sciences sur mon article. Donc n'hésitez pas à aller voir cet article, il est vraiment très intéressant et il raconte un petit peu la même chose que mon article en peut-être mieux. Alors je vous donne un petit extrait pour vous montrer cette différence qu'il fait entre acceptance et croyance. Selon cette manière de voir, la science ne devrait pas nous dire quelles hypothèses considérer comme vraies pour l'action, mais seulement nous fournir des degrés de crédence, et ce serait le rôle du politique, par exemple, que de fixer un seuil de crédence acceptable pour la décision, en prenant en compte les risques d'erreur et le contexte social. Ainsi, la manière dont nous mobilisons communément le rasoir d'Occam nous a permis de mettre en lumière une hypothèse qui est sous-jacente, qui est relativement insidieuse et je pense largement répandue, que nous avons appelée l'injonction au vraisemblable. C'est-à-dire l'idée que la théorie la plus vraisemblable doit être retenue. Alors on va laisser de côté ce cher Occam pour nous concentrer plus généralement sur l'utilisation de cette hypothèse et sur sa légitimité. Tu privilégieras la théorie la plus vraisemblable. Alors, suivant les contextes, la prémisse d'injonction vraisemblable, elle est parfois pertinente et parfois elle ne l'est pas. Prenons deux exemples classiques des enseignements de pensée critique. Alors premièrement, on enferme un chat et une souris dans une pièce, 10 minutes plus tard, on n'y retrouve plus que le chat. On peut alors formuler plusieurs théories. Le chat a mangé la souris s'est téléportée, la souris a tué le chat et a pris son apparence, etc., etc., etc.
Alors cet exemple qui est assez classique, on le doit à Stanislas Hanczak et il est souvent utilisé pour illustrer le principe du rasoir d'Occam. Ici, il est clair que quand on dit « il faut privilégier la théorie ayant les hypothèses les plus parcimonieuses », il est sous-entendu que c'est dans un cadre spécifique où l'on cherche à trouver l'explication la plus vraisemblable dans un exemple théorique. La prémisse d'injonction vraisemblable peut donc être sous-entendue sans poser de problème. Prenons maintenant un autre exemple. Une femme Cro-Magnon se promenant en forêt entend un bruit dans un buisson. Les prédateurs étant rares à cet endroit, il est probable que ce soit seulement le vent ou une petite bête inoffensive. Les poulmoutes et les vermoutes. La théorie la plus parcimonieuse est donc « ce n'est pas un prédateur ». Faut-il pour autant tenir pour vrai cette théorie, c'est-à-dire ajuster nos comportements comme si cette théorie était vraie? Eh bien non, ce serait trop risqué. S'il s'agit effectivement d'un prédateur, elle pourrait se faire attaquer. Accepter l'injonction vraisemblable ici serait une erreur de raisonnement, en plus d'être une vraie menace pour la survie. La théorie à privilégier est plutôt celle de la présence d'un prédateur, c'est-à-dire la théorie qui a le plus de chances de sauver les fesses de notre aventurière. Enfin, je pense! On peut alors marquer une différence essentielle entre la théorie la plus vraisemblable et la théorie la plus rationnelle à adopter. Ainsi, il existe des situations où le choix rationnel n'est pas d'adopter la théorie la plus vraisemblable. Faisons un petit jeu en guise de dernier exemple. Alors on fait un pari sur la réalité d'une visite extraterrestre. Voici les enjeux. Si aucun extraterrestre n'a visité la Terre au cours du siècle dernier, tu gagnes. Je t'offre une chocolatine. Si au contraire, au moins un extraterrestre a visité la Terre au cours du siècle dernier, je gagne. Et tu dois boire un poison mortel. Alors, est-ce que tu acceptes le pari? Un petit modèle mathématique. Alors, une manière d'envisager le problème, c'est de considérer deux éléments. La vraisemblance de la théorie et les enjeux associés à l'adoption de cette théorie. Il semble alors que la théorie qu'il faut tenir pour vraie doit prendre en compte la vraisemblance des différentes théories, pondérées d'une certaine manière par les enjeux associés à chacune de ces théories. Alors l'article en ligne présente une manière de mathématiser ces deux éléments, mais ici c'est un petit peu compliqué de le montrer. Mais on peut définir un nouveau principe qui dit qu'il faut privilégier la théorie dont l'adoption a les plus grands bénéfices attendus. Pour faire un parallèle avec le rasoir d'Occam, on pourrait appeler ce principe le rasoir de Darwin, puisque c'est celui qui maximise les conséquences positives, et donc les chances de nous sauver les fesses. On aurait pu aussi l'appeler le rasoir Gillette de sauvetage. On peut ici reconnaître une vieille idée, celle du pari de Pascal. Il vaut mieux croire en Dieu, puisque les gains sont infiniment plus grands s'il existe, que le sont les pertes s'il n'existe pas. Au moment de faire un choix, il ne faut donc pas seulement considérer la vraisemblance de l'existence ou de la non-existence de Dieu, il faut également considérer les enjeux liés à chacune de ces possibilités. D'une certaine manière, la formulation du rasoir d'Occam prescriptive, donc il faut privilégier la théorie ayant les hypothèses les plus parcimonieuses, est un cas particulier de ce rasoir de Darwin, dans lequel on considérerait que les bénéfices attendus pour chaque théorie sont égaux. Et c'est tout à fait pertinent dans de nombreux cas, notamment quand on est le cul posé en amphi et que l'on cherche la bonne explication pour la disparition d'une souris imaginaire. Mais ça ne l'est plus quand on considère des choix concrets qui ont des impacts matériels dans nos vies. Oui, mais enfin, me dira-t-on, tu chipotes avec tes formules mathématiques et tes nuances sémantiques. Personne ne fait cet abus-là. Eh bien, au contraire, il me semble que cela a des effets concrets sur la manière dont on parle et dont on transmet la pensée critique. L'idée fallacieuse, nous l'avons vu, qu'il serait toujours logique de privilégier le plus vraisemblable, et il me semble un postulat sous-jacent et invisible qui semble assez largement répandu. C'est un impensé de la pensée critique. Nous allons essayer de voir cela dans la partie suivante. Quelques considérations sur la manière de transmettre la pensée critique. Alors, on l'a dit, parler du rasoir d'Occam, c'était surtout un prétexte. Ce principe reste bien évidemment très utile dans de nombreux cas,
et notamment quand il s'agit de réfuter l'existence d'entités explicatives superflues. Mais son application à des cas concrets est plus délicate et met en exergue une erreur logique que l'on a tendance à faire, considérer que le plus vraisemblable est nécessairement le plus rationnel à adopter. Et c'était plutôt cette idée-là que l'on voulait souligner ici. Lutter contre cette idée, c'est aussi aller vers une pensée critique plus large, en cela qu'elle prend en compte, au-delà des considérations épistémiques, les conditions concrètes des individus, les enjeux et les intérêts particuliers qui peuvent gouverner à l'adoption d'une position. Et puis il y a aussi les déterminants économiques. Par exemple, imaginez que moi je me dis, je veux plus manger de burgers, et j'adore les burgers. Disons que j'adore le McDo. Je vais commencer à manger de la nourriture végane. Mais quand je sors de chez moi, il y a des McDo à chaque coin de rue, et le restaurant vegan est à 10 stations de métro. C'est complètement hypocrite presque, et surtout de mauvaise foi, de dire « Albert, c'est la faute de ton cerveau que tu n'es pas en train de te taper 10 stations de métro à chaque fois que tu veux déjeuner. » L'offre dans laquelle j'agis me pousse énormément à cette consommation-là. L'occasion de souligner que la conception de l'esprit critique basée sur cette injonction au vraisemblable n'est pas forcément universelle. La recherche en esprit critique, ou les théories du choix rationnel, dépassent clairement cette conception-là. Une prise en compte des enjeux non épistémiques peut se retrouver dans certaines définitions de la pensée critique, comme dans ces définitions de Lippmann. La pensée critique est cette pensée adroite et responsable qui facilite le bon jugement parce qu'elle s'appuie sur des critères, elle est autorectificatrice et elle est sensible au contexte. Alors, je ne sais pas tout à fait ce qu'entendait Lippmann par sensibilité au contexte, mais il nous semble pertinent d'y voir ce qu'on a appelé ici une sensibilité aux enjeux. Il semblerait cependant que la vision classique de la pensée critique, donc fondée sur cette injonction vraisemblable, est assez répandue dans une certaine approche de la zététique. Alors d'un côté, il y a ceux qu'on peut qualifier de rationalistes, comme je disais, parce qu'ils se basent sur la raison, et les autres, on peut les qualifier de matérialistes, dans le sens où il y a un intérêt pour les conditions matérielles d'existence, c'est-à-dire où est-ce que les gens dorment, quelles sont les relations entre les personnes, qui a de l'argent, qui n'en a pas. Voilà, ce genre de questions. Donc d'un côté, dans la vision rationaliste, on se dit que l'esprit critique, ça doit se baser sur la raison ou la rationalité, alors que dans l'autre approche, le but, c'est la justice sociale. Du coup, on est dans une idée d'émancipation collective. Ce qui compte, c'est le groupe, c'est pas juste la personne toute seule. Et du coup, il va falloir apprendre à évaluer les enjeux de pouvoir. À toujours considérer que le savoir, il n'est jamais totalement neutre, qu'il y a toujours des effets. Les discours, on les dit toujours dans un certain cadre et ils ont des effets sur les gens. Et donc, c'est pas juste une question de vérité, il y a d'autres enjeux qui peuvent être présents. Comprendre des choix jugés irrationnels. Alors, il est d'autant plus intéressant de considérer ce double aspect, vraisemblance et enjeu, que c'est probablement quelque chose de cette forme-là qui a été sélectionné au fil de l'évolution et qui est effectivement implanté dans nos schémas de prise de décision. Nous prenons des décisions en combinant ce qui nous semble vraisemblable, ce qu'on peut appeler des buts épistémiques, et ce qui nous semble nous bénéficier, donc des buts non épistémiques. Alors, pour un exemple de travail universitaire considérant à la fois les dimensions épistémiques et non épistémiques qui motivent nos positions, vous pouvez jeter un œil à la thèse de Kevin de Chéchy qui s'appelle « Lien entre croyances épistémiques et argumentation de lycéens sur des questions socio-scientifiques, quel apport pour l'éducation à l'esprit critique ?» On y lit par exemple, concernant ses recherches sur un groupe d'élèves, les élèves considèrent majoritairement des buts non épistémiques au débat, c'est-à-dire qu'ils ont plutôt tendance à se saisir des débats comme d'un espace de conversation sans réel enjeu relatif aux connaissances. Prenons l'exemple d'une personne qui croit en une thèse conspirationniste. Ce n'est pas forcément que la personne croit plus vraisemblable que nous soyons dirigés par des lézards extraterrestres, mais c'est peut-être qu'elle considère plus utile, plus rentable pour elle de le croire. Cette utilité perçue peut d'ailleurs s'expliquer par différentes façons. Alors premièrement, la personne peut percevoir qu'il vaut mieux croire dans l'existence des reptiliens, par exemple en se disant que s'ils existent réellement et qu'on l'ignore, le risque de manipulation est énorme. Alors que l'inverse, y croire alors qu'il n'existe pas, peut sembler moins grave. Deuxièmement, la personne peut vivre
dans un environnement social où cette croyance est valorisée. Et troisièmement, les engagements passés de la personne peut rendre très coûteux de changer d'avis. Cette lecture permet également de comprendre pourquoi certaines personnes vont privilégier des thérapies alternatives et complémentaires. Ce n'est pas simplement que ces personnes jugent vraisemblable qu'une thérapie X soit plus efficace qu'une thérapie Y, c'est aussi le coût associé à chacune qui va guider ce choix. Par exemple, les thérapies alternatives et complémentaires peuvent être perçues sans risque d'effets secondaires, plus en phase avec d'autres valeurs, alors que le système de santé classique peut être perçu à la solde d'enjeux financiers ou sources de discrimination. Des enjeux que l'on pourra juger pertinents. Maintenant, quels éléments déterminants, en plus de ce qu'on a déjà vu, vont inciter une personne à aller voir un thérapeute alternatif? Un élément qui explique le recours, c'est la déception, pour certains problèmes de santé particuliers, de la prise en charge conventionnelle. Tout ce qui est automédicamentation, t'as l'impression d'avoir un levier de plus, de te réapproprier des choses qu'on t'avait confisquées. C'est pas faux. Surtout quand tu vois les courses au brevet, et hop, t'as la pervenche de Madagascar, on te met un brevet dessus et tout. Toi, tu te dis, bon, bah, moi, au moins, je vais aller ramasser mes petites fumes-terres. C'est pour ça que l'homéopathie, ça a bien marché. C'est pour ça que la phytothérapie, si tu peux aller collecter toi-même tes plantes en pleine nature, c'est juste cool. C'est la sensation d'avoir une prise en charge plus individualisée, avec des gens qui ont plus le temps et avec une relation thérapeutique un peu différente. Le fait du coup d'avoir de l'écoute de la part du thérapeute alternatif va aider en fait à réguler ses états émotionnels. La gestion des émotions négatives comme l'anxiété, la peur, le patient a du coup beaucoup plus d'attention sur quoi faire en termes de plan d'action, en termes de stratégie thérapeutique pour résoudre son problème de santé. De ce point de vue-là, il est difficile de considérer qu'un choix est irrationnel. Il est presque toujours rationnel à l'aune des enjeux perçus par l'individu. Ainsi, peut-être est-il un peu simpliste d'affirmer que les personnes qui s'opposaient au vaccin anti-Covid étaient des cons, sans prendre en compte les enjeux qui ont pu traverser ces individus, par exemple le manque de transparence, l'angoisse de la pandémie, la peur du contrôle, l'urgence, etc. Par exemple, l'autre jour, ma tante Gudule était à la manifestation anti-pass sanitaire, anti-masque, anti-vax. Je pense qu'elle fait une erreur de jugement. Mais elle n'est pas conne, dans aucun sens du mot conne, même en contorsionnant le vocabulaire. Elle est victime de son sentiment d'impuissance face aux injustices du système. Elle se sent exclue des décisions citoyennes, parce qu'une élection tous les 5 ans, ça ne peut pas donner un sentiment de contrôle. Elle est contre ce bordel ambiant de la gestion de la crise par le gouvernement. Alors oui, elle criait pas juste « non à la dictature sanitaire », ce qui serait compréhensible. Elle criait aussi « les vaccins sont inefficaces, le masque ça sert à rien, les puces 5G, du contrôle magnétique de la pensée, du complot Blue Beam », ce qui est faux à mon avis. Mais pourquoi elle dit ça? Elle dit pas ça parce qu'elle a étudié les données scientifiques pour faire une évaluation des bénéfices-risques des vaccins. C'est pas ça l'origine de son erreur. Elle a un besoin de contrôle qu'elle ne peut pas exprimer. Elle est démunie face aux dérives du capitalisme qui écrasent sa vie. Elle est en colère contre les injustices sociales, contre les élites qui ont des privilèges qu'elle n'a pas, contre les grandes entreprises qui ont de la thune et du pouvoir, alors qu'elle, elle vit dans un logement vétuste et qu'elle n'a pas d'autres moyens d'expression que la rue et Facebook. Ce qu'il faut croire et ce qu'il faut faire. Alors reprenons une définition classique de l'esprit critique, celle de Ennis en 1991, qui dit que c'est une pensée rationnelle et réflexive tournée vers ce qu'il convient de croire ou de faire. Il est intéressant alors de considérer séparément ces deux éléments, ce qu'il faut croire et ce qu'il faut faire. Alors j'ai pensé dans un premier temps que ce qu'il faut croire correspond toujours à l'explication la plus vraisemblable, alors que ce n'est pas nécessairement le cas pour ce qu'il faut faire. Pour reprendre 2 exemples déjà donnés dans cet article, il serait rationnel de croire que mon champignon est probablement comestible et en même temps de ne pas le manger. Donc de croire en une théorie et d'agir en fonction d'une autre. Il serait rationnel pour la femme Cro-Magnon de croire que ce n'est pas un prédateur et en même temps de partir en courant comme si c'était le cas. Mais à la réflexion, je ne vois pas de raison pour que ce soit nécessairement le cas. Faut-il toujours accorder notre croyance à la théorie la plus vraisemblable? Il me semble qu'il n'y a pas de raison qu'il faille en soi croire en la théorie la plus vraisemblable. Cela nous pousserait à nouveau à faire un bond périlleux,
à travers la guillotine de Hume. La prémisse « il faut croire ce qui est vraisemblable » est certes très utile la plupart du temps, mais il me semble que rien ne l'impose dans l'absolu. J'imagine que souvent, en fait, il est même préférable, plutôt que de croire en la théorie la plus vraisemblable, de croire en une version approximative, une sorte d'heuristique qui serait efficace et qui serait facile à transmettre et à manipuler. Une vision plus globale de la pensée critique. Considérer que les choix et les actions d'un individu ne se basent pas seulement sur ce qu'il considère comme étant le plus vraisemblable, ouvre d'autres pistes de réflexion qui peuvent être prolifiques. Comme on l'a vu dans les exemples précédents, le recours à des thérapies alternatives et complémentaires ou les discours conspirationnistes ne peuvent plus se réduire à la bêtise ou à la méconnaissance de l'individu. Il convient de prendre en compte les enjeux qu'il perçoit autour de ces questions et qui le poussent à adopter tel ou tel point de vue. Prenons un nouvel exemple, la question du nucléaire civil. Certaines organisations s'opposent au nucléaire en évoquant le danger qu'il représente. Pourtant, des sources sérieuses abondent pour expliquer en quoi la sécurité est très bien contrôlée et les risques assez minimes. On pourrait alors perdre son temps à développer en quoi ces discours sont contraires aux meilleures connaissances actuelles. C'est-à-dire restreindre le champ de la réflexion de la pensée critique à une simple question épistémique. En fait, il me semble plus riche de considérer plus globalement les enjeux perçus pour comprendre les différentes positions. Parce que les risques liés au nucléaire peuvent être perçus comme particulièrement angoissants. Les échelles de temps très longues, les représentations que l'on fait des catastrophes passées, la méconnaissance d'une technologie extrêmement complexe. Probablement que ces éléments-là peuvent influencer les positions sur le nucléaire au moins autant qu'un seul point de vue épistémique de la question. Le contexte sociopolitique dans lequel prend cette technologie influence donc la représentation que peut en avoir la population. Il est probable par exemple qu'un système davantage démocratique, par exemple avec plus de transparence et de contrôle sur nos choix énergétiques, ou des médias sans conflit d'intérêts, pourrait favoriser l'adoption de points de vue plus informés et raisonnés sur ces questions-là. Cela ouvre donc d'autres leviers d'action pour la pensée critique. Au-delà de considérer simplement un individu, ses systèmes de croyances, ses stratégies argumentatives, on peut questionner, et vouloir modifier éventuellement, le champ informationnel dans lequel il baigne, et qui influence ses croyances et ses actions. Pour combattre les dangers des pseudomédecines, nous devrions déjà partir du constat qu'aussi longtemps que l'on ne se donnera pas les moyens de résoudre la crise de confiance qui touche le monde médical et scientifique, les arguments scientifiques n'auront que peu de poids dans cette lutte. Il paraît donc pertinent de, certes, promouvoir l'esprit critique, mais surtout de militer activement, notamment pour réformer la formation des professionnels de santé, pour les sensibiliser à la qualité de la relation thérapeutique, aux mécanismes d'oppression, à ce qui rend les pseudomédecines si attractives, à l'importance de susciter l'adhésion des patients et patientes aux projets thérapeutiques, etc. Mais aussi de militer pour assurer l'indépendance des professionnels de santé et de nos décideurs politiques vis-à-vis des laboratoires et des lobbies de l'industrie agroalimentaire. Nous devrions aussi militer pour combattre les déserts médicaux et les inégalités d'accès aux soins, pour prendre des mesures permettant des consultations médicales plus longues, pour faire prendre en charge par la sécurité sociale les accompagnements par les professionnels de la diététique et des psychothérapies éprouvées, mais aussi pour faire appliquer les lois existantes qui protègent les patients et patientes en sanctionnant l'exercice illégal des professions de santé réglementées, médecine, diététique, pharmacie, etc., entre autres choses. Alors pour finir cet épisode, je vais paraphraser une phrase de Bertolt Brecht en disant « On dit d'un fleuve emportant tout qu'il est irrationnel, mais on ne dit jamais rien de l'irrationalité des rives qu'il enserre. » Enfin, je sais pas. Enfin, peut-être. Enfin, je pense! Un grand merci à mes camarades du Cortex, Jérémy Attard, Céline Schopfer, Delphine Toquet, Sohan Tricoire, qui ont relu le texte et qui m'ont apporté beaucoup de conseils. Au final, cet article, c'est presque devenu un article collectif. Donc, merci à tous. Merci aussi aux personnes qui m'ont fait des retours critiques après la première version que j'ai publiée en ligne et du coup, qui m'a permis de faire quelques corrections dans cet épisode, mais également dans l'article en ligne. Voilà, un grand merci à tout le monde.
N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode-là. Et voilà, à très bientôt sur Enfin Peut-être. Je vais probablement continuer à faire comme ici des épisodes à partir d'articles que j'ai déjà écrits et qui ne se retrouvent pas sur le podcast. Donc voilà, ça risque d'arriver très prochainement. Excuse-moi. Ouais. Est-ce que tu sais s'il y a plus de morts ou de vivants sur Terre? Enfin, je sais pas. Enfin, peut-être. J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent leur cœur se balancer. Tu vas t'abîmer les oreilles avec ce truc. Et puis mon père, il dit que ça peut réduire l'audition.